Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu nouveau, une question qui est évoquée dans d'autres pathologies, hein, et qu'on peut maintenant rapporter à la pathologie cervicale. Alors, on parle de médecine de précision, ça veut dire quelque part une médecine à la carte, mais qui est basée essentiellement sur l'évaluation du risque. Et évidemment, une évaluation du risque objective, pas simplement une évaluation du risque sur des données épidémiologiques. Alors, Jean-Luc vient de vous présenter les données de l'INCa, les recommandations après frottis anormal. Je suis globalement d'accord, il y a eu un grand progrès depuis 2002 où nous avions les recommandations de l'ANAES. Je pense que ces recommandations méritent, pour un certain nombre de points, d'être, on va dire, comportent un certain nombre de critiques. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas à 100% en phase avec ces recommandations, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, on a considéré que la colposcopie, c'est le gold standard. C'est vrai, c'est une notion admise, mais on ne peut pas considérer aujourd'hui que la colposcopie, c'est le gold standard. Il y a beaucoup de situations en colposcopie où on passe à côté. L'élément le plus important, c'est que dans toutes ces recommandations, il n'y a pas l'évaluation du risque. Et cette évaluation du risque peut changer, modifier la prise en charge. Je prends juste un exemple. Jean-Luc vient de vous dire la grossesse. Grossesse frottis-ascus, on ne fait rien. Mais si vous avez une patiente chez qui vous avez fait un frottis parce qu'elle n'a pas fait de dépistage depuis 10 ans ou depuis 15 ans, vous l'avez saisie, vous lui avez fait son frottis, il revient ascus. Elle est à haut risque, cette patiente. Donc, il y a à prendre en compte des éléments du risque dans la décision. Il y a aussi dans ces décisions beaucoup de recommandations qui sont des avis d'experts, qui ne sont pas forcément démontrés evidence-based parce que la littérature n'existe pas. Et enfin, on part sur le principe que le frottis, c'est un frottis anormal, mais le frottis est imparfait, et on a tout le groupe des femmes qui sont frottis normaux et qui comportent des anomalies. Enfin, les recommandations sont faites quelque part de manière un peu sophistiquée, un peu difficile à comprendre, et elles sont faites quelque part, à mon avis, en tout cas pour celle-ci, un peu pour les experts. On aurait dû faire l'effort de les simplifier pour le clinicien lambda. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, plus c'est compliqué et moins c'est exploité. Alors aux États-Unis, l'évaluation du risque est déjà en route depuis très longtemps et le NCI a été un des promoteurs de ces modèles basés sur l'évaluation du risque des CIN3 qui ont été incorporés dans le dépistage et le triage des HPV. L'idée, en fait, c'est de générer des concepts simples, un risque quantifié qui permet de prendre une décision. Je rappelle juste ce que vous savez déjà, la prévalence de l'infection à papillomavirus, ici, donc en fonction de l'âge, avec le pic chez les femmes jeunes, la prévalence des lésions de haut grade avec un pic qui se situe autour de la trentaine, et puis les cancers dont le pic se situe autour de 40-45 ans. Donc vous voyez qu'on a un déplacement dans le temps de l'infection HPV vers les précancers et le cancer. Alors voici un travail qui a été mené aux États-Unis auquel nous avons participé, c'est l'étude Athéna, 47 000 femmes dans le dépistage, et qui interpelle beaucoup. C'est une étude assez robuste et qui montre quelque chose d'assez intéressant. Vous avez ici la proportion des femmes qui ont une CIN3 ou plus alors qu'elles avaient un frottis normal. Et vous voyez qu'en gris, il s'agit de toutes celles qui avaient un frottis normal avec une CIN3. Vous observez qu'on voit plus de CIN3 chez les jeunes femmes et donc les faux négatifs diminuent avec le temps et vous avez en bleu les frottis ascus+. Donc, il faut garder à l'esprit quand même qu'il y a un groupe de femmes qui circulent avec un frottis normal, mais qui, en réalité, ont une lésion sous-jacente qui n'a pas été détectée.
Alors, la médecine de précision dans la pathologie cervicale, elle a commencé déjà il y a quelques années avec la démonstration que lorsque on fait un test HPV dans le dépistage primaire, eh bien, on va augmenter la sensibilité de détection des lésions de haut grade. Ça, c'est une méta-analyse qui fait référence. On a une augmentation de sensibilité par rapport à la cytologie d'environ 30%. Et il n'y a pas une grande différence entre le couple frottis plus HPV comparé à l'HPV tout seul. Ça fait la même chose en termes de détection. L'autre élément qui a été parfaitement démontré, et ça aussi c'est un élément nouveau, c'est lorsque on est HPV négatif, vous avez ici un suivi de patientes à l'échelon européen qui ont développé des lésions de haut grade selon que le frottis initial était cytologie normale, HPV négatif ou frottis normal HPV négatif. Voyez qu'au bout de 5 ans, on a 4 fois plus de lésions de haut grade chez les femmes qui étaient cytologie négative, comparé à celles qui étaient HPV négatif, avec un taux extrêmement faible, et une courbe qui est quasiment la même entre l'HPV négatif et cytologie plus HPV négatif. Donc, comme si ça ne rajoutait pas grand-chose. Et puis, il a été aussi démontré que le test HPV permet de réduire le cancer du col, puisque dans cette étude ici menée en Inde, un seul test ici cytologique, un seul test HPV dans le temps, montre qu'on a une diminution de près de 70% des cancers invasifs lorsqu'on utilise le test HPV dans le dépistage primaire. En Hollande, qui est le pays pionnier de la chose, avec un suivi ici sur près de 15 ans, des femmes qui étaient tests de dépistage négatifs. Donc, le frottis négatif, l'HPV négatif et le couple frottis et test HPV, que ce soit pour le cancer ou pour les CIN3, vous voyez qu'on est dans une diminution de près de moitié lorsqu'on utilise le test HPV dans l'incidence du cancer ou des CIN3. Donc, on a un effet protecteur quelque part de l'HPV, puisque ce taux extrêmement faible autorise d'espacer l'intervalle de dépistage en toute sécurité, ce que ne fait pas le frottis. Alors évidemment, on vous l'a dit, lorsqu'on fait de l'HPV, eh bien, on a chez les femmes de plus de 30 ans à peu près 10% qui vont être positifs. Toutes n'ont pas une lésion précancéreuse. Il y en a beaucoup qui n'ont pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que ça dépend du type de virus qu'elles ont rencontré. Et évidemment, on se penche sur le triage des HPV en fonction donc du profil de la patiente. Ce triage, aux États-Unis, il est basé de la manière suivante. Lorsque on a un test HPV positif, si le test est négatif, on va pouvoir rassurer totalement parce que la valeur prédictive négative est très élevée, près de 98%. On va passer en dépistage de routine. Si on a un type 16, on va envoyer à la colposcopie. Pourquoi ? Je vais vous le montrer. Le risque d'avoir une lésion de haut grade sous-jacente est significatif. Et si on a les 12 autres types HPV, on va faire un triage par la cytologie et suivre ces patientes par la suite. Alors, cette approche du triage des HPV positifs non 16 par la cytologie, bien évidemment, a été démontrée déjà dans des études antérieures, études randomisées qui comparent le groupe HPV avec la cytologie de triage dans le dépistage comparé à la cytologie conventionnelle. Et vous voyez que cette approche augmente la sensibilité de 22% avec une spécificité qui est très forte. De la même façon, la précision que l'on peut apporter dans le suivi des femmes qui ont été conisées pour CIN3, nous savons que c'est une population à risque de récidive, estimée selon les données de la littérature entre 3 et 10%, mais c'est une population à risque, et cette population à risque, on va détecter la persistance ou les récidives des CIN3 de manière plus pertinente, ça a été démontré dans cette méta-analyse, de manière plus pertinente avec le test HPV qu'avec la cytologie. Alors, lorsqu'on réalise
ces tests en routine dans le dépistage. Nous l'avons mené chez près de 5000 patientes. Voici le risque de CIN3 en population selon le test utilisé. Il est estimé entre 4 et 5% lorsqu'on est HPV positif. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 95% des femmes HPV positives qui n'ont pas de CIN3. Et donc, l'idée du triage est très importante. Alors, le génotypage, c'est quelque chose qui permet de quantifier le risque. Comment? Nous l'avons évalué dans l'étude Athéna, l'étude américaine à laquelle nous avons participé, où nous avons mesuré en population le risque, donc en population, on détecte le virus. Quel est le risque d'avoir une CIN3 dans la population? Vous voyez qu'il est dans l'étude Athéna estimé à 15%, 18 vient en deuxième position, puis le 31 et le 33. Étude américaine dans une population américaine. Étude française que nous avons menée, donc toujours dans cette population de 5000 patientes, et vous voyez qu'on a donc évalué ces 8 types considérés comme à risque et mesuré le risque d'avoir une CIN3 selon la présence d'un de ces types. Bien, vous voyez que lorsqu'on a un de ces types, on a un risque qui est de 10,8, mais en réalité, le driver le plus important est le 16, on est à 10,40, mais en deuxième position, ce n'est pas le 18, c'est le 33. Et vient ensuite, évidemment, vous voyez, on a les autres types viraux, le type 31, le type 18 venant qu'en quatrième ou cinquième position. Aux États-Unis, donc on a, toujours dans cette étude Athéna, mesuré le risque d'avoir une CIN3. Cette fois-ci, c'est plus en population, mais lorsqu'on a un frottis normal, eh bien, vous voyez que ce risque, il est de 0,3% quand il n'y a pas d'HPV, il est de 4,1% avec de l'HPV cocktail, par exemple un test Qiagen, il est de 10% quand on a un 16 ou un 18, et les 12 autres types à risque, 2,5%. Alors, dans le frottis normal, évidemment, il faut garder à l'esprit qu'est-ce que vont faire ces tests pour attraper justement une population qui aurait pu échapper et retrouver finalement les lésions de haut grade sous-jacentes. Voyez que lorsque la cytologie est normale, le risque d'une CIN3 est de 0,5%. Lorsqu'on est un test cocktail positif type Qiagen, 4%. Lorsqu'on est 16 positif, on passe à 12% et 18 à 5,7%. Donc clairement, on a des indicateurs objectifs de risque sous-jacent qui auraient pu nous échapper. Alors, évidemment, la persistance de cette infection virale est bien démontrée comme augmentant les risques. C'est évident que si vous avez un 16 à un instant T et que votre colposcopie est normale, si ce 16 est présent encore 4 ans plus tard, eh bien, vous voyez que dans cette étude, le risque augmente considérablement. Alors, l'évaluation du risque de CIN3 a été établie en fonction de ces profils-là. Et à partir de quel moment il faut considérer qu'il faut réagir, ça se discute. Lorsque le risque est de 5%, c'est dans le cas des ascus. Lorsque on a un frottis normal HPV-16, on est à 10 à 15%, il faut envoyer en colposcopie, etc. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de quantifier le risque et de prendre des décisions en fonction de cette quantification. Ceci a été également démontré sur le suivi au long cours des HPV positifs, parce qu'on rétorque toujours, il y a la possibilité d'éliminer son virus. Il est donc très important dans ces études de mesurer sur le long cours le risque. Vous voyez que le 16 vient toujours en premier, après 3 ans de suivi, 25%, 11% pour le 18 et 5,4% pour les 12 autres types à risque. Donc en fait, il y a 3 groupes qui sont bien identifiés aujourd'hui en termes de risque de lésions de haut grade sous-jacente. Le groupe A qui comporte le 16, le 31 et le 33, dont certains considèrent aujourd'hui qu'en plus du 16, la présence d'un 31 et la présence d'un 33 doit amener une colposcopie, même si le frottis est normal. Le groupe B à risque moyen comportant le 18, 52, 35 et pour lesquels on peut considérer de faire une colposcopie si le frottis est modifié.
et un groupe C pour lequel le risque est extrêmement faible ou proche de zéro. Donc, nous avons, au vu de ces résultats, mesuré et donné les chiffres quantifiés de risque selon qu'il s'agit d'une infection instantanée ou d'une infection au long cours. Ça, c'est les risques dans les populations à frottis avec le résultat du frottis. Ça, c'est le risque lorsqu'on a un test HPV cocktail positif. Vous voyez qu'on augmente un peu la détection. Et lorsqu'on a la possibilité d'avoir les génotypes, en particulier le 16, eh bien, effectivement, vous voyez que, de toute évidence, on augmente très nettement la détection de CCIN3, ce qui amène aussi à faire une assurance qualité de la colposcopie que l'on fait. Alors, il y a d'autres approches maintenant qui sont en cours d'évaluation. C'est essentiellement des tests qui permettent de se rapprocher le plus de la lésion de haut grade. C'est les tests de méthylation, par exemple, où les gènes de méthylation sont exprimés lorsque la cellule commence à évoluer, à être présente atypique, mais à plus ou moins long cours. Vous voyez, dans l'étude ici hollandaise, on est dans une positivité pour les CIN3 de 66,7%. Nous sommes à peu près à 50%. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce test de méthylation augmente sa positivité avec la persistance de la CIN3. C'est-à-dire que ça donne une idée du timing de la lésion. Et puis, il y a le séquençage, ça va être l'avenir. Vous savez que chaque type viral a des variants. On sait que, par exemple, sur le 16, il y a des variants plus actifs que d'autres, et la reconnaissance de ces variants permettra d'identifier ceux qui sont associés à de la pathologie de ceux qui ne sont pas associés à la pathologie. Ça a été rapporté ici aux États-Unis, essentiellement pour l'adénocarcinome et les CIN3. Alors, juste pour vous rappeler ici le schéma qu'on vous a présenté précédemment de carcinogenèse. Lorsqu'on utilise le test HPV, eh bien, lorsqu'il est positif, il ne permet pas de dire où on est situé. Ça peut être une infection banale, ça peut être un précancer, et donc, il a besoin d'une information supplémentaire pour être un peu plus pertinent. Alors, vous avez ici le génotypage. Alors, le génotypage, ce qu'on recherche évidemment, c'est d'identifier les lésions de haut grade. C'est ça l'objectif. Le génotypage a son intérêt, je viens de vous le dire. Les tests de méthylation sont en cours d'évaluation. La P16, on vous l'a indiqué il y a un instant, est un test qui est intéressant. Je mets juste un bémol sur la P16. Autant c'est une démarche qui a fait ses preuves dans l'affinement diagnostique des CIN2, autant dans la cytologie, il y a, semble-t-il, des problèmes de reproductibilité de labo à labo. Et donc, si P16 est utilisé en cytologie, il faut travailler avec des laboratoires qui sont très expérimentés. L'ARN aussi, ce7 est en cours d'évaluation, et le séquençage également. Donc, on arrive finalement, je suis quasiment certain que dans les 3-4 ans à venir, on va avoir des outils qui vont nous permettre de nous approcher le plus de cette situation. Il va falloir conclure. J'ai conclu. Vous avez ici donc le risque absolu de CIN3 en population. Selon les tests utilisés, vous voyez que le risque est de 0,5% pour la cytologie, il est d'à peu près 5% pour le test HPV, il est de 15% pour le 16, 12% pour le 31-33 et à peu près 6% pour le 18. Il est de 20% pour la P16, avec le bémol que j'ai mis. La méthylation entre 55 et 65%, E6E7 50% et 80% pour le séquençage. Je conclus avec cette diapositive pour vous dire qu'il est possible d'envisager une médecine de précision dans ces différentes situations, même si ce que je dis n'est pas figé dans des recommandations françaises, mais il est figé, ou du moins il est rapporté dans la littérature scientifique internationale, dans le dépistage, en particulier envoyé en colposcopie les frottis normaux HPV-16 positifs, même si l'HPV n'est pas dans les recommandations de dépistage. Le suivi post-coagulation, c'est un sujet sur lequel la France travaille, et j'espère que la notion de risque sera prise en compte, en particulier ces génotypes viraux les plus à risque. Le frottis anormal, on vous l'a exposé largement. Et enfin,
après une colposcopie négative ou non satisfaisante, l'utilisation de ces marqueurs de risque pour améliorer le contrôle de qualité de la colposcopie. Je vous remercie. Merci. Juste avant de passer aux questions, je vous rappelle que donc toutes les présentations sont captées en vidéo et que toutes les séquences vidéo seront visibles sur le site du laboratoire. Il y a des questions dans la salle? Ça vous concerne tous les deux. Bonjour, merci. Pouvez-vous préciser ce qu'est le test de méthylation, s'il vous plaît? Alors, le test de méthylation, c'est un prélèvement en fait cytologique en milieu liquide, et c'est un test qui permet de détecter la présence d'expression de gènes qui... Alors, il y a deux types de tests de méthylation, des tests cellulaires, des tests viraux, mais en fait qui apparaissent lorsque la cellule est déjà atypique. Donc, quand on est déjà dans les lésions de haut grade, vous avez vu que les CIN1 avec test de méthylation sont à peu près à 10% de positivité, ça passe à peu près à 60-65% pour les CIN de haut grade. Donc, c'est des tests, certains labos y travaillent, nous y travaillons, on n'a pas encore suffisamment de... Vous voyez, par exemple, les Hollandais donnent 65% de positivité, nous trouvons que 50%. Donc, ça reste encore à évaluer. Je vous ai présenté ça comme médecine future, mais proche futur. Dans les critères d'affinité, je pense qu'on a l'impression que les frottis sont faits par des robots et pas par des êtres humains. C'est-à-dire qu'on fait un frottis, mais on ne voit pas la clinique. La clinique, c'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de faire tous les 3 ans, mais imaginez qu'il y a du vagabondage sexuel, qu'on va et qu'on vient, donc il y a des contaminations possibles. Ça, on oublie. Ensuite, l'aspect du col. Excuse-moi, on n'oublie rien. Hein. J'ai l'impression. Non, on n'oublie rien. Tu sais, quand on fait des recommandations qui doivent s'exprimer pour l'ensemble de la population française, on n'oublie rien. Moi, j'ai l'impression. On ne fait pas les choses au hasard. Bon, enfin, moi, je me rappelle des recommandations de 2001 avec Daniel Dargent et Guy Michel dans un Sofitel, comment ils ont fait la validation des frottis. Bon, comme disait Joseph, on est aussi pragmatique. Autre élément, la clinique, c'est-à-dire l'aspect du col, on n'en tient pas compte, c'est-à-dire que vous avez des cols avec des ectropions, avec des facilités à saigner et des choses comme ça. Ne faire qu'un simple frottis qui va revenir dans un certain pourcentage de cas négatifs, pourquoi ne pas y associer ou demander systématiquement l'HPV? Voilà ma question. Alors, déjà, l'examen clinique, les métrorragies provoquées, évidemment, sont une indication à faire une colposcopie, pas un test HPV simplement. On peut faire un examen clinique avec une colposcopie, mais juste, je voudrais faire une remarque. Ces recommandations, Joseph a émis des critiques au départ de ces recommandations. Je dois dire que son topo ne s'oppose en aucune façon à celui que j'ai fait. Parce que le travail... J'ai pas fait, je me suis pas opposé à ton topo. J'ai évoqué quelques points discutables. Des points discutables dans le topo sur le test HPV, il y en a aussi. Par exemple, l'HPV 45 est considéré dans l'Est de la France comme le virus le plus responsable de cancer du col après le 16. Voilà, il n'est pas dans le groupe C, il est dans le groupe A. Mais bref, peu importe. Ça, le vrai problème, c'est pas celui-là. Le vrai problème est celui de dire, aujourd'hui en France, le dépistage du cancer du col a été décidé d'être fait pour les 5 ans qui viennent par de la cytologie et pas par de la virologie. Il y a un grand nombre de pays dans le monde qui font encore la virologie, un certain nombre de pays qui commencent à mettre le test HPV, et je suis favorable personnellement à remplacer le frottis par le test HPV. Mais, vous avez vu que quand le frottis est anormal et que la colposcopie est normale, les patientes sont inquiètes. Or, il n'y a que 5% de frottis anormaux. Et laisse-moi terminer. Et il y a 10% chez les femmes de plus de 30 ans qui ont de l'HPV. Et il y a 25% chez les femmes de moins de 30 ans qui ont de l'HPV. Ça veut dire qu'on risque d'inquiéter à tort 25 et 10% des patientes qui n'ont pas de lésion sur le col, mais qui ont simplement un HPV au moment où on fait le dépistage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ces 5 ans à venir, il faut faire des topos comme celui que vient de faire Joseph pour sensibiliser la population médicale à la bonne conduite à tenir devant un HPV positif seul, sans anomalie cytologique. Mais c'est pour ça qu'il y a le triage. Et la deuxième chose, ça remet encore plus en valeur la colposcopie, parce que tous ces tests, méthylation, pas de méthylation, HPV 16, HPV 18, groupe A, groupe B, groupe C, aboutiront à un moment donné à une colposcopie. Oui. Cette colposcopie doit être faite pour identifier les lésions de façon
satisfaisante. Et c'est le contrôle de qualité de chacun des éléments de l'arbre de prévention et de dépistage qui doit être fait selon des normes de qualité. Je ne remettais pas en cause Alors, la colposcopie qui est nécessaire avec Non, des non, gens non. spécialisés. Ce que je veux dire, c'est que vous avez montré que 50% des CIN3 étaient avec des frottis normaux. Et, Chez les jeunes. Et vous passez à côté de pas mal de choses. On passe. J'ai pas dit vous. Non, parce que vous êtes spécialisé, c'est vers vous qu'on va en référence. Non, Et c'est je veux juste dire- qu'il faut juste garder à l'esprit, le clinicien doit juste garder à l'esprit qu'un frottis normal utilisé dans le dépistage, c'est pas toujours la signature d'un col normal. Alors, on se rapproche de la normalité plus souvent quand on a un historique régulier de frottis normaux, mais encore, il y a encore dans ces situations un certain nombre de cas qui peuvent échapper à la détection. Donc, il faut le garder à l'esprit, et c'est la raison pour laquelle le test HPV est proposé dans beaucoup de pays dans le dépistage, en dehors du fait que, avec l'HPV, on va espacer l'intervalle du dépistage en toute sécurité. En toute sécurité. l'intérêt, c'est la valeur prédictive négative du test HPV, parce que quand il n'y a pas de virus, il y a Une dernière question. Il n'y en a pas dans la salle? Si. Avec ces frottis normaux et le risque d'oublier quelque chose, que les intervalles recommandés soient de 3 ans pour faire des frottis normaux. Je trouve que ce sont des intervalles. Voilà. Alors, on peut critiquer, excusez-moi, on peut critiquer le frottis. Moi, je ne suis pas là pour défendre le frottis, parce que quand on m'a demandé de diriger les recommandations de l'INCa sur la conduite à tenir d'un frottis anormal, j'ai dit, nous n'acceptons pas, parce que ce n'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est le test HPV. Ils ont dit, oui, c'est vrai, mais pendant les 5 ans à venir, il faut mettre des recommandations, parce qu'on va organiser le dépistage, et que pendant ces 5 ans, ça sera le frottis, donc il faut bien qu'on rédige une recommandation. Maintenant, quand vous dites que il y a des frottis faussement négatifs, c'est sûr, la sensibilité du frottis est entre 50 et 70%, la sensibilité du test HPV est entre 92 et 98%. Donc c'est sûr que c'est bien mieux. Le problème qui se pose, c'est que quand vous avez un HPV, imaginez une patiente de 28 ans qui vient vous voir avec un HPV 16 positif, après ce qu'on vient d'écouter, on est très inquiet parce que le risque est élevé. Mais si la colposcopie est normale, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut la revoir impérativement 1 an après, et si elle ne vient pas, il faut la reconvoquer. Voilà, donc il faut une procédure, il faut des procédures. Et pour rédiger ces procédures-là, il faut du temps pour qu'elles soient bien suivies et bien appliquées aux patientes, et pas qu'on voit, comme je le vois toutes les semaines, des patientes qui m'ont dit « j'ai eu une vaporisation laser, un balayage laser, me disent-elles, comme si elles allaient chez le coiffeur, un balayage laser pour faire disparaître le virus. Pourquoi vous ne me le faites pas alors que j'ai encore du virus aujourd'hui ?» Donc, pour limiter la tentation qui est de rassurer la patiente en disant « on va faire quelque chose », parce qu'elle a un virus à haut risque, eh bien, il faut savoir se réfréner et faire confiance à la colposcopie à condition que cette colposcopie soit faite dans de bonnes conditions avec des critères de qualité. Ah oui, pardon. Alors, parce qu'on a montré qu'un frottis tous les 3 ans prévenait 91% des cancers du col, et quand on le fait tous les ans, on protège 92% des cancers du col. Donc, quand on est devant des finances publiques, on dit tripler le loyer d'un appartement pour augmenter la surface de 1% n'est pas justifié. Et donc, je veux juste vous dire aussi autre chose, c'est que dans certains pays du monde où il n'y a pas de frottis, il y a 500 000 cancers du col qui tuent 250 000 femmes tous les ans. C'est pas une Le raison. frottis- Non, je suis désolé. Cet argument, nous sommes en France. C'est pas une raison. Nous avons des cancers du col que nous voyons régulièrement, des situations que l'on aurait pu éviter. Et ça, c'est pas, en ce qui me concerne, c'est pas un argument. Juste pour, je crois que Monsieur Chiche veut clôturer la session parce que la discussion est trop longue. Question, là. Encore une autre question. Vraiment dernière question, mais après, on a déjà pris du retard. J'ai eu l'occasion de voir une patiente métroragique qui voulait être vite rassurée par une colposcopie. Le médecin qui me l'a adressée, elle lui avait fait un frottis et elle voulait absolument faire un traitement avant de partir en vacances. Et puis elle avait un projet de grossesse derrière. Bon, donc elle m'était adressée pour une colposcopie. J'ai fait la colposcopie, j'ai vu des lésions, je les ai biopsiées. CIN2, frottis négatif. On a eu l'occasion de repiquer des tests HPV qui sont revenus négatifs. Alors, je reviens Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce cas de Alors, figure? les HPV, d'abord la CIN2 a été avalisée, CIN2 confirmée par une P16, parce que c'est la première chose à faire.
La deuxième chose, c'est que allez, on ne veut pas dire les faux négatifs des HPV, mais les problèmes d'échantillonnage qui font que le test est négatif alors qu'il y a de l'HPV, représente 1,5% maximum de faux négatifs, entre guillemets, liés à l'HPV. C'est pour ça que dans certaines situations, il vaut mieux en faire 2 fois qu'une fois, si la situation clinique appelle à le faire. Pour la cytologie, comme on vous l'a dit, on est dans des faux négatifs qui sont de 30, voire même 40%. C'est pas lié, c'est lié à la technique, c'est pas lié à celui qui lit, c'est pas forcément lié à celui qui prélève. C'est un ensemble, c'est un outil qui a plus de 60 ans, qui est imparfait en soi, il faut le garder à l'esprit. Ça reste l'outil de référence, c'est vrai, mais il faut garder à l'esprit qu'il a ses limites. On est obligé de clôturer sur le col et d'avancer. Je vais demander à Christine de rejoindre le pupitre. J'ai juste une dernière question à Jean-Luc. C'est pas une question, vous n'avez pas dit un prépare. mot sur le papillocaire, s'il vous plaît. Pardon ? Je pense que le papillocaire, vous n'avez pas dit un mot là-dessus, concernant justement le traitement local par autre virus que le 16-18. Ça a sa place, non ? Moi, pour l'instant, voilà. Il n'y a pas d'études aujourd'hui qui permettent d'affirmer que papillocaire soit efficace sur l'HPV ou sur les lésions dites de bas grade. Jean-Luc, juste une dernière avant de donner la parole à Christine. On voit apparaître des nouvelles recommandations, des nouveaux critères qualité. Est-ce qu'il y a eu un effort de normalisation du discours auprès des patientes? Parce qu'en fait, finalement, on voit un tas de patientes en consultation qui ont éventuellement déjà vu d'autres collègues, qui ont eu un certain nombre de résultats objectifs, mais jamais le même discours autour de ces résultats. Et je pense qu'il y a un gros effort à faire. C'était Camus qui disait « à mal nommer les choses, on accroît le malheur du monde ». Et on voit plein de patientes qui ont finalement des résultats peut-être pas inquiétants, qui sont très inquiétées par leur interprétation, par ce qu'elles lisent, ou par défaut d'une normalisation du discours. Alors, je te remercie de cette question, ce qui me permet de vous inviter tous au e-congrès que nous organisons le 21 juin. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous restez chez vous, vous tapez SFCP-CV et nous avons une session toute la matinée sur comment expliquer aux patientes ce qu'est une infection HPV, ce qu'est une dysplasie du col, qu'est-ce qu'une colposcopie, comment discuter avec les patientes. Vous pouvez même intervenir depuis votre ordinateur et nous interrompre et nous poser toutes les questions que vous voulez. Il y a une nécessité d'une bonne information. Vous avez vu que dans le décret d'application de mai 18, là, on demande de donner l'information écrite préalable aux patientes pour tout examen colposcopique de dépistage ou de prévention du cancer du col. Donc, Merci. Ça doit être rédigé.